On vient mettre notre grain de sel. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans Grain de Sel Télé, une émission produite par Traveldoc et qui vous fait découvrir toutes les facettes de la mer Méditerranée. Nous naviguons de port en port en Occitanie pour rencontrer des scientifiques, des artistes, des citoyens, des citoyennes engagés, passionnés par la mer et qui nous aident à comprendre les enjeux de demain. Aujourd'hui, on va enfiler nos combinaisons de plongée, remplir nos bouteilles d'oxygène, car c'est d'épaves et de trésors sous-marins dont nous allons parler. Nous sommes ici à Port-Vendres, au lieu de l'archéologie sous-marine. C'est ici qu'a été découvert dans les années 30 le Port Vendrin, une épave datant de 400 après Jésus-Christ et qui a été remontée dans les années 70 à la surface. Avec mes invités, nous allons retracer l'histoire de cette découverte et faire un tour d'horizon un peu global du patrimoine sous-marin en Occitanie et parler d'archéologie sous-marine, vous l'aurez compris. Et puis l'invité artistique qui me rejoindra plus tard est un enfant du pays. Il est né très près d'ici, à Polille. Raph Dumas sera avec nous et avec lui on parlera de l'importance de sauvegarder un autre type de patrimoine, les musiques traditionnelles catalanes. Voilà, vous avez le programme, installez-vous confortablement, laissez-vous emporter. Nous retrouvons tout de suite le carnet de bord de Clarisse qui nous partage l'aventure de l'équipage de Grain de Sel Télé. On vient mettre notre grain de sel. Heureuses qui, comme Pénélope, ont pris le large pour changer d'horizon. Et moi, la petite jeune de l'équipage, je suis montée à bord pour vous. Merci à toutes et à tous pour cette expérience unique. Là, j'essaye de faire un autre capucin, mais il faut que je me souvienne comment le faire. Ouais, pas ouf, mon gars. C'est pas comme ça. Regarde, moi aussi je sais faire des notes. Ah oui. À bord, à vos côtés, j'ai appris le langage de la mer et celui de la vidéo. Le plat. Voilà. Aujourd'hui, c'est la dernière émission de Grain de Sel TV. Comme un dernier jour de colo, on n'en revient pas que ce soit déjà fini. On pensait que ça ne s'arrêterait jamais. Fatigués, mais toujours motivés, on fait notre dernier démontage en dansant. On rigole et on se confie nos petits secrets de tournage. Benoît, arrête de glander, hein. On se dit au revoir, émus, avec déjà l'envie de se retrouver autour d'un deuxième projet Grain de Sel. Vous êtes tous professionnels, compétents dans votre domaine, doués. Et c'est grâce à ce projet, grâce à votre talent que le projet existe. À l'heure du bilan, on prend conscience de nos propres contradictions entre les valeurs que l'on souhaite porter et le matérialisme que notre activité nous impose et qui pèse sur l'environnement. Dans la petite station balnéaire de Canet-en-Roussillon, des jeunes violents terrorisent la population sexe, drogue, enquête en immersion de notre équipe Les d'investigation. transports en camion, le matériel technique acheté en Chine, la consommation quotidienne de viande et de poisson, l'utilisation de plastique jetable. On tentera de faire mieux la prochaine fois. En croisant les regards des personnes que nous avons rencontrées, nous avons pris conscience que chaque petit grain de sel compte. Car finalement, tout retourne à la mer, à Okéanos, commencement et terme de tout, fleuve éternel du temps. Rachel Carson, la mer autour de nous. On vient mettre notre grain de sel.
L'évolution de l'exploration des profondeurs est liée au progrès de l'humain en matière de résistance sous l'eau. C'est dans les années 1940 que l'archéologie sous-marine a commencé à se développer, quand les célèbres Jacques-Yves Cousteau et Émile Gagnan ont mis au point le scaphandre autonome. Depuis, c'est un véritable patrimoine sous-marin qui a été découvert en Occitanie et c'est de ça dont on va parler avec mes deux invités de ce soir. Bonsoir mesdames. Bonsoir. Marie-Pierre Gézégou, je commence par vous. Vous êtes en charge des biens culturels maritimes d'Occitanie au DRASM. Le DRASM, c'est le département des recherches archéologiques, subaquatiques et sous-marines. C'est bien cela. C'est bien ça. Victoria Maginty, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chargée de mission au Parc naturel marin du Golfe du Lion et vous vous occupez du patrimoine maritime matériel et immatériel, je le précise. Vous nous parlerez notamment de l'épave du Port-Vendre 1 qu'on a découvert dans les années 30, donc à Port-Vendre. Merci beaucoup, mesdames, d'être avec nous. C'est quoi l'étendue du patrimoine sous-marin en Occitanie ? Il est très varié. On part de sites naturels, d'environnements préhistoriques, de la fin du Mésolithique. Et puis on arrive à des sites du Néolithique, à Leucate par exemple, et puis des sites de l'âge du bronze au large de Frontignan. L'âge du bronze, on est vers 2000-1500 avant Jésus-Christ. Ensuite des sites de l'âge du fer au Cap d'Agde, et puis ensuite des sites romains dont les plus représentatifs sont au Cap d'Agde et à Port-Vendre. Et puis au-delà, on embraye sur des sites d'époque moderne, de la Renaissance ou des 17e, 18e, 19e siècle avec des épaves de l'époque de Napoléon Bonaparte, échouées sur le littoral de Frontignan. Donc la diversité du patrimoine archéologique est fabuleuse. Il faut préciser que ce n'est pas parce qu'on est un plongeur avec de l'expérience, un plongeur certifié, qu'on est archéologue sous-marin. C'est vraiment deux disciplines différentes, c'est ça ? Oui, alors tout à fait. On est archéologue sous-marin d'abord parce qu'on est archéologue. Et quand on est plongeur, le ministère de la Culture délivre des autorisations de prospection ou de sondage à des plongeurs qui n'ont pas fait d'études d'archéologie, mais d'ailleurs de moins en moins. C'était beaucoup plus vrai dans les années 70, 80, à l'époque où il y avait peu d'archéologues plongeurs. Le premier archéologue plongeur en France, c'est André Tchernien, et il a commencé à plonger à la fin des années 60. Et dans les années 70, quand moi-même j'ai commencé, on se comptait sur les doigts des deux mains. Voilà. Et puis ensuite, il y a eu davantage d'étudiants qui se sont formés et à l'archéologie et à la plongée. Et du coup, maintenant, il y a de moins en moins de plongeurs titulaires d'opérations archéologiques. Mais on a besoin de travailler ensemble, parce qu'on a besoin d'abord qu'eux découvrent des sites, parce que bien souvent, ce sont des découvertes fortuites, par des plongeurs ou par des pêcheurs, mais plus par des plongeurs, parce que les pêcheurs n'aiment pas dire où est-ce qu'ils vont pêcher. Ils ont toujours l'impression qu'on va trahir leur secret de pêche. Donc les plongeurs sont beaucoup plus enclins à déclarer. Alors oui, effectivement, la législation fait obligation de déclarer les biens culturels maritimes qui sont trouvés fortuitement, aussi bien par des plongeurs que par des pêcheurs, que par des organismes de recherche, comme l'Ifremer par exemple. Et puis le DRASM, c'est le service qui est en charge de la gestion de ces biens culturels maritimes, qui en dresse l'inventaire, qui en tient à jour la carte archéologique nationale, exactement comme nos collègues des services régionaux de l'archéologie. Sauf que nous avons compétence sur tout le territoire. Et justement, vous connaissez, puisqu'on va rentrer dans le vif du sujet. Victoria Maginty, vous avez travaillé sur l'épave du Port-Vendre 1, qui a été découverte donc dans les années 30. On l'a remontée dans les années 70, c'est ça ? Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer l'histoire de cette découverte ? L'épave Port-Vendre 1 a été sortie de l'eau en 74 et elle a été sortie de l'eau parce que il y avait des projets de construction de la nouvelle criée. Et depuis les années 30, même 29, les Port-Vendrais savaient qu'il y avait une épave là. Ils savaient qu'elle était antique puisqu'ils avaient trouvé quelques amphores. Ils ne savaient pas exactement à quelle ère elle correspondait, mais ils savaient qu'elle était quand même importante. Donc, avec les années, il y a eu de plus en plus de Port-Vendrais qui ont plongé dessus. Et lorsqu'il y a eu ce projet de construction de la criée, il y a eu vraiment un lever de bouclier et ils ont alerté vraiment le DRASM, ou du moins le DRASM était déjà au courant, mais les Port-Vendrais ont dit il faut faire quelque chose. On ne peut pas laisser cette épave
se recouvrir et n'être plus accessible. Donc, le Drasme, avec beaucoup de bénévoles et déjà peut-être les prémices de l'association Aresmar et bien sûr la commune de Port-Vendre qui a aidé, qui a donné des moyens mécaniques, etc., des grues pour pouvoir sortir cette épave. Et je pense que Marie-Pierre en dira plus précisément au niveau technique comment ça s'est passé, mais ça a été quand même la 3e au monde sortie de l'eau de mer. Il faut faire vraiment la différence entre l'eau de mer et l'eau douce, puisque voilà, c'est quand même plus compliqué de sortir des bateaux de l'eau de mer. Et de les traiter. Elle a été découverte par des plongeurs dans les années 30, c'est ça, en 1929. Oui. Une épave qui date de 400 après Jésus-Christ. Comment on fait pour la sortir de l'eau sans l'abîmer ? À l'époque, je crois qu'ils ont fait comme ils ont pu. Aujourd'hui, on a appris, on a tiré des enseignements de ces multiples expériences et aujourd'hui, ces pratiques sont très bien codifiées. À l'époque, c'était surtout de la bonne volonté, de la passion. Alors, ils ont d'abord étudié, bien sûr, dessiné, photographié et photographié en 3 dimensions. La photogrammétrie existait déjà. Et puis, il n'était pas prévu au départ de la prélever. C'est quand les chercheurs impliqués dans cette opération se sont aperçus de tout ce que cette épave pouvait représenter, notamment parce qu'elle illustrait une période de l'Antiquité qui était mal connue, l'Antiquité tardive, parce que la coque du bateau était extrêmement bien conservée et riche d'enseignements, qu'ils se sont dit spontanément: on ne peut pas la laisser, il faut faire quelque chose. Et puis là, ils ont sollicité toutes les bonnes volontés qu'ils pouvaient trouver. Le Drasme ne s'y est pas opposé et l'épave a été démontée, alors à la fois pièce à pièce pour certains éléments, puis par tronçon pour d'autres. La quille, par exemple, a été sortie avec l'étrave et les tambours d'un seul tenant et les 2 premières virures, c'est-à-dire les 2 premières planches de la coque attenantes. Mais l'emplanture du mât, les membrures ont été démontées une par une. Et ensuite, le parc naturel marin, avec le Drasme d'ailleurs, donc vous avez travaillé à remonter cette épave, c'est ça ? Lorsque le parc naturel marin a été créé, nous avons fait un état zéro de qu'est-ce qu'est le patrimoine culturel maritime sur ce territoire-là. Et donc, les Port-Vendrais notamment, mais d'autres plongeurs nous ont dit: mais attendez, on a sorti de l'eau une épave extraordinaire, parce que c'est vraiment le mot, et ce qui restait dans la mémoire collective des gens. Et c'est la galère. Alors que ce n'était pas du tout une galère. C'était un bateau de charge. Un bateau de charge, c'est un paquebot d'aujourd'hui. Ça transportait des marchandises. C'était une galère, c'est-à-dire qu'il y avait une méprise sur Oui, on l'a considéré comme un bateau de guerre. Parce que à l'époque, tout ce qui était bateau romain, c'était forcément des galères. Parce que les Romains, justement, c'était des soldats ou à la rigueur, ils avaient une marine militaire qui était connue. Mais on ne pensait pas encore à l'époque que c'était de grands marins de commerce qui exportaient leurs marchandises dans le monde entier. En fait, l'époque romaine, c'est la mondialisation d'aujourd'hui, toute proportion gardée. Ils sont quand même arrivés jusqu'en Inde. Enfin, leurs productions sont arrivées jusqu'en Inde. C'est ça que ça nous apprend, par exemple, découvrir et analyser des épaves comme le Port-Vendrin. Oui, ça nous a appris énormément, à la fois sur la construction des bateaux, sur la qualité de cette construction et les qualités nautiques de ces bateaux. Par exemple, leur aptitude à remonter au vent et leur aptitude à la navigation hauturière. On croyait au début qu'ils étaient obligés de longer les côtes pour se repérer, alors qu'ils savaient très bien se repérer par les étoiles. On croyait qu'ils ne pratiquaient que la navigation côtière parce que leurs bateaux, c'était des bateaux à fond plat, des boîtes à savon incapables de naviguer en haute mer avec une forte houle, des vagues, alors que ce n'était pas du tout le cas. C'était des carènes extrêmement bien profilées, avec une aptitude justement à bien pénétrer dans la mer, et notamment avec un type d'étrave particulier, une étrave à bulbe, un bulbe d'étrave, qu'aujourd'hui on va trouver sur les tankers ou sur les bateaux qui transportent du gaz, tout simplement parce que ça donne une meilleure stabilité
aux navires. Et puis, on a compris aussi comment était organisé le commerce maritime, quelles étaient les routes maritimes et notamment des routes hauturières. Et comment est-ce qu'on valorise du coup ces découvertes-là? Le parc naturel marin, lorsque pendant la concertation, on a mis le doigt sur le fait qu'il fallait absolument valoriser cette épave, on a pris conseil auprès des experts quand même, parce que nous ne sommes pas du tout des experts. Nous sommes des catalyseurs. Voilà. On est là pour créer des liens, pour essayer de faciliter les choses, mais on fait appel aux gens qui savent. Donc le DRASM nous a dit, oula, mais attendez, si vous voulez un jour pouvoir valoriser cette épave, ça fait plus de 30 ans qu'elle est de nouveau oubliée dans un coin de pièces absolument pas aux normes, au niveau de l'hygrométrie, etc. Donc la première chose à faire, c'est un état de conservation. Donc une opération de pré-remontage à plat. Donc on en a parlé. On a essayé de motiver donc des partenaires, nos réseaux, beaucoup de volontaires aussi, de bénévoles de la RESMAR. Et bien sûr la commune de Port-Vendre qui nous a aidés au niveau matériel, grue, etc. Et il fallait trouver un local. Et le local, j'ai mis 9 mois à le trouver, parce qu'un local de 1000 m², vous ne le trouvez pas. Vous en trouvez pour le louer pour 2 ans. Mais nous, il nous fallait 3-4 mois. Et on a eu la chance de tomber sur un local à Argelès. Donc, on a amené cette épave-là. Et le but premier, c'était d'identifier l'état de conservation de l'épave. Et ensuite, on avait un projet de proposer aux étudiants, aux chercheurs, les plans de cette épave remontés. Et en fait, ça n'a pas pu aboutir, malheureusement. Voilà. Mais le film a abouti, en revanche. Voilà. Le film a... Oui, absolument. Sur le site du parc. Absolument. Vous avez fait un film 3D qui retrace l'histoire du port Vendôme. Absolument. Donc, après cette opération de remontage, on s'est dit, on ne peut pas de nouveau laisser stocker cette épave parce qu'elle va de nouveau être oubliée. Donc, il faut porter à la connaissance du public ce que l'on a. Donc, en plus, on a découvert quand même de nouvelles choses, parce qu'une épave, c'est un peu un livre ouvert, ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire que ça vous donne énormément d'informations. Et donc, le film parle de tout ça. C'est un film documentaire et d'animation, donc il y a des choses qui sont avérées, qui sont constatées, et puis il y a des suppositions sur l'origine, mais des suppositions qui sont quand même très, très étayées. Oui. Voilà. Oui, oui. L'idée, c'était d'exposer cette épave et de la montrer au public dans un musée. De la montrer au public, oui, absolument. On va passer à l'image du jour tout de suite, l'image qui nous a été fournie par vous, Marie-Pierre. Vous suivez la découverte d'une forêt sous-marine. Alors oui, c'est bien ça, une forêt sous-marine découverte au large de l'Hérault. C'est donc une photo prise sous la mer à 10 mètres de profondeur, je crois, Marie-Pierre, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, racontez-nous, qu'est-ce que c'est que cette forêt sous-marine? C'est une découverte rarissime, puisque en Méditerranée, on n'en connaît que 2. On en connaît un petit peu plus sur l'océan Atlantique et la Manche, mais en plus en Méditerranée, c'est la plus ancienne, puisque c'est une forêt qui date de 8000 ans, c'est-à-dire de 6000 avant Jésus-Christ, de l'époque où les populations sédentaires n'étaient pas encore installées sur le littoral de l'Hérault. Donc cette forêt se trouve au large de la commune de Palavas. L'époque, c'est le Mésolithique, puisque quand les populations sédentaires s'installent, ça s'appelle le Néolithique. Donc on est à l'extrême fin du Mésolithique. Pour l'instant, nous n'avons pas effectivement de traces d'exploitation par l'homme de cette forêt. Néanmoins, c'est un témoignage extraordinaire sur le patrimoine naturel et l'environnement de cette portion du littoral palavasien à une date fixe, donc 6000 avant Jésus-Christ, qui montre qu'à cette époque-là, la mer se trouvait beaucoup plus loin, parce que la forêt est à 1 kilomètre du littoral actuel, ce qui veut dire qu'une forêt, en plus, ne pousserait pas sur un lit d'eau. Donc la mer ne baignait pas cette forêt. C'est surtout une forêt de chênes. On peut avoir des forêts de pins, effectivement, au bord de la mer, mais pas des forêts de chênes. Donc une forêt de chênes avec de l'érable de Montpellier, du chêne à feuillage caduc
on ne sait pas encore lequel, les analyses d'ADN nous le diront. Ce qui veut dire que, à cette époque-là, la mer se retrouvait beaucoup plus loin au large. Et effectivement, on est à la fin de la dernière glaciation et de la période de déglaciation, donc c'est la glaciation du Wurm, qui va commencer à fondre à partir de 17 000 avant Jésus-Christ, avec une remontée extrêmement rapide des eaux sur une très grande distance. Et vers 7005 avant Jésus-Christ, la remontée de la mer commence à ralentir un petit peu. Et à un moment donné, cette remontée de la mer, vers 6000 avant Jésus-Christ, va ennoyer notre forêt et la faire mourir. Et nous retrouvons donc l'état de cette forêt à sa disparition. Et comment est-ce que vous avez conclu que c'était des souches d'arbres? Parce que ça veut dire qu'elles sont quand même bien conservées. Alors, je suis intervenue à la suite de la découverte d'une association, le groupe de recherche archéologique du littoral languedocien. Comme je vous le disais tout à l'heure, ce sont toujours des découvertes fortuites. Et ce club a attiré mon attention sur ces bois. Et moi, j'ai l'habitude de fouiller des épaves. Quand je suis arrivée sur ces bois, je n'ai pas tout de suite compris ce à quoi j'avais affaire. La seule chose dont j'étais certaine, il ne s'agissait pas de membrures de bateaux. Donc, ce n'étaient pas des épaves. Et j'ai appelé ces découvertes des éléments ligneux verticaux. C'est précis. Ne sachant pas, ils étaient des éléments ligneux verticaux. Ils n'étaient pas obliques, ils n'étaient pas horizontaux. Description objective par excellence. Mais est-ce que c'était des restes de pieux, de palafite, de fondations de maisons sur pilotis, ce que j'ai cru d'ailleurs, parce que je n'ai pas imaginé qu'il pouvait s'agir d'une forêt en place. Et en réflexe d'archéologue, quand on ne sait pas ce à quoi on a affaire, j'ai prélevé quelques échantillons sur plusieurs de ces souches et je les ai envoyés à des laboratoires de datation par le carbone 14. Et quand j'ai reçu le résultat et la date, 6002-6000 avant Jésus-Christ, là, je me suis dit, ce sont des arbres. Ce sont des arbres et on découvre ça et on se dit, voilà, on a affaire à une vraie forêt. À une vraie forêt. Et là, j'ai entrepris donc une campagne de fouilles depuis 2018. C'était la 4e campagne cette année qui s'est achevée à la fin de la semaine dernière. Et en fait, on voit très bien qu'il nous reste la base du tronc avec les racines. Donc, on a des racines rampantes et on a aussi des racines profondes. Les arbres sont ancrés dans un sol qui est le sol d'origine, de l'époque où poussait cette forêt. Et par-dessus, on retrouve tout un sédiment argileux, lagunaire, qui est du sédiment de recouvrement postérieur à la vie de la forêt. Et puis ensuite, on retrouve du sable. Et la découverte est extraordinaire parce que, Victoria le disait tout à l'heure, il y a une différence de conservation du bois gorgé d'eau en eau douce et en eau de mer. En eau de mer, on doit affronter le taré. Le taré, c'est le Teredo navalis. C'est un redoutable ver marin qui mange les bois, c'est un xylophage, comme vos meubles, voilà, c'est la même chose. Il mange tout ce qui est bois, sauf si le bois est recouvert d'argile ou de sable. C'est ce qui fait que c'était bien conservé. Ce qui fait que c'était bien conservé parce que cette forêt a toujours, ou la plupart du temps, été recouverte de sable. Mais si elle est recouverte d'argile et de sable, elle n'est pas détectable et personne ne peut la trouver. Donc le grand hasard qui a présidé à la découverte fortuite de cette forêt, c'est que les plongeurs du Graal ont plongé juste après une tempête qui a fait bouger ces bancs de sable, qui a rendu apparent pour une courte durée, parce que si ces sédiments avaient été apparents pour des plus longues durées, ils auraient été mangés par les Teredo navalis, il a fallu qu'ils plongent au bon moment. Et la question d'ailleurs qui se pose, c'est comment est-ce qu'on étudie sans abîmer, puisque quand la partie de la souche est immergée, ça veut dire qu'elle est en danger en fait. Donc comment est-ce qu'on conserve, elle a vocation à rester sous l'eau, cette forêt sous-marine? Cette forêt va disparaître. Il ne faut pas se leurrer, elle va disparaître. Ah non, vous me dites ça comme ça, c'est pas possible. Elle finira par disparaître, malheureusement. Ce qui ne disparaîtra pas, c'est ce qui sera recouvert, parce que je vous rassure, nous ne fouillons pas tout. En archéologie, nous ne fouillons jamais de manière exhaustive. D'abord parce que toute fouille est destructrice. À partir du moment où nous avons fouillé, c'est terminé, c'est perdu, soit parce qu'on a prélevé pour étude, soit parce qu'on a tellement fragilisé le site qu'on l'a ouvert pour les xylophages marins. En revanche, nous ne fouillons pas tout, donc nous laissons quand même des zones sous de l'argile et sous du sable,
Mais le souci, c'est la faible profondeur. À 10 mètres de profondeur, la houle se fait fortement sentir. Et on voit très bien que ces bois sont quand même abrasés par les effets de houle. Et à terme, ils disparaîtront. Dans 10 000 ans, ils n'y seront plus, et peut-être même avant. Je rebondis sur ce que vous disiez. Donc là, c'est une association de plongeurs qui a fait cette découverte absolument extraordinaire de forêt sous-marine. Dans le cas de l'épave du port Vendrin, et d'ailleurs, il y a d'autres épaves. Il y a de multiples épaves qui ont été retrouvées dans la Ah oui, la il y baie en de a Port une Vendrin. quinzaine. C'est ça. Une Une quinzaine d'épaves. ouais. Antiques. Au large On de ne parle Port pas des épaves contemporaines. Oui, oui. Au large Les de Port épaves romaines, Oui, oui. de moins 2 jusqu'à 5 après Jésus-Christ. Et ça veut dire que le public, les citoyens, les citoyennes ont des rôles à jouer dans la conservation et la valorisation de ce patrimoine. Alors, on incite à la protection, je pense, en rendant au public les découvertes faites par certains d'entre eux. Et le public va pouvoir voir, du coup, que si ces objets ne sont pas préservés parce qu'ils sont pillés par des gens mal intentionnés ou des collectionneurs qui vont juste avoir envie d'avoir une lampe à huile ou une amphore au pied de leur ça cheminée. atteint la mémoire collective. Mais en fait. ça prive les chercheurs d'une source de connaissances et il faut absolument que ces sources de connaissances soient préservées, exposées au musée. Et je pense que justement, l'exposition dans les musées va enseigner aux jeunes le respect, comme le respect du patrimoine naturel d'ailleurs. C'est la même chose. Le respect de ce patrimoine culturel qui est le patrimoine de tous. Et c'est ce qui fait que ces épaves-là, elles ont une importance fondamentale dans la mémoire port-vendraise, la mémoire collective Victoria. Elles ont une importance parce que chaque épave va raconter son histoire, va apporter des enseignements, va dévoiler une partie de cet héritage commun. Et c'est vraiment très, très important. Ici, à Port-Vendre, on a un local. La collection appartient au Drasme, mais c'est donné en gérance, en quelque sorte, à la commune de Port-Vendre. Il y a quelqu'un qui s'en occupe à temps plein, qui dessale les découvertes, qui les dessine, qui les répertorie. Donc, c'est lui qui gère ce stock-là. Et ce stock-là, il y a de quoi faire vraiment, vraiment, sinon un musée, du moins un centre d'interprétation extraordinaire. Il y a de beaux projets à construire pour valoriser cette mémoire-là, absolument, ce patrimoine-là. Absolument. On va finir par la traditionnelle question, celle qu'on pose à tous nos invités. Une petite recommandation pour nos téléspectateurs et nos téléspectatrices. Victoria. Puisqu'on parlait du dépôt de fouilles, moi je voudrais rendre hommage quand même à l'association Aresmar qui ont édité un livre sur les 30 ans de l'Aresmar, 30 ans de fouilles archéologiques sous-marines et que je conseille vraiment parce qu'il est vraiment passionnant. Ce livre est disponible sur leur site. Sur leur site, un livre riche en découvertes et en enseignements. Voilà, absolument. Et quant à moi, je voudrais signaler le livre d'Alberto Anghela. C'est de la vulgarisation de grande qualité, étayée sur des faits archéologiques certains. Et un de ses ouvrages s'appelle Un fabuleux voyage autour de la Méditerranée romaine avec un sesterce en poche. C'est que c'est pas quelqu'un qui voyage avec une pièce de monnaie dans sa poche, c'est vu de la part de la pièce de monnaie, c'est le sesterce qui va voyager de main en main, de poche en poche, de classe sociale en classe sociale et de province à province de tout l'Empire romain entre le début et le milieu du IIe siècle de notre ère. Merci beaucoup, mesdames, de nous avoir éclairé sur la richesse de ce patrimoine sous-marin en Occitanie et ici à Port-Vendre. Et tout de suite, le reportage de l'équipe de Grain de Sel Télé. On vient mettre notre grain de sel. Alors la formation permet d'être plongeur archéologue au terme du master. C'est une formation qui est volontairement diversifiée, dont la plongée est un aspect important, mais pas unique. Dans les instituts ou dans les entreprises d'archéologie, il y a de plus en plus d'opérations archéologiques subaquatiques. Et donc d'avoir cette compétence, c'est aussi un plus.
Ici à Port-Vendre, sur notre plateforme IEM Crème, on a tout le matériel nécessaire pour accueillir des stages, que ce soit en archéologie sous-marine ou en biologie marine, tout le matériel pour intervenir sous l'eau, mais aussi les embarcations, les compresseurs pour regonfler les bouteilles et aussi les salles de cours. L'exercice était en fait une mise en situation vis-à-vis des étudiants, en fait pour une sensibilisation au niveau de l'archéologie, surtout les équipements qui peuvent être utilisés, en particulier une suceuse dévaseuse, un aspirateur sous-marin. Il y avait un exercice, donc un apprentissage du masque facial, donc un masque qui vient essentiellement et qui couvre tout le visage, et avec une libération de la bouche, donc un détendeur pas en bouche, mais justement une respiration par le nez et la bouche. Alors ce qui est important, c'est que vraiment le caoutchouc soit en contact avec la peau. Et après, il y avait une troisième utilisation qui sert souvent en archéologie, mais aussi dans d'autres domaines, c'est l'utilisation d'un parachute de relevage. Donc un parachute de relevage, on gonfle d'air, et il permet de rendre une flottabilité à l'objet déplacé, et du coup de pouvoir le transporter à peu près dans l'endroit où on veut. Après, il y a aussi tout un système en fait, de prise de cap avec une boussole. Et pour habituer en fait, les archéologues en devenir à pouvoir en fait, fixer des limites et surtout s'orienter dans l'espace. Les conditions dans lesquelles elles ont été effectuées dans des eaux pas spécialement claires est tout à fait la réalité de l'archéologie, mais aussi des travaux sous-marins. On ne fouille pas au hasard. Si on fouille un endroit ou qu'on prospecte un endroit, c'est qu'on a des indices qui font qu'on va aller à cet endroit-là. Dans la recherche archéologique, 80% des découvertes, c'est quelqu'un qui au hasard a trouvé. Souvent, après une tempête, il peut y avoir des vestiges qui réapparaissent. On vient mettre notre grain de sel. Notre invité artistique du soir est un enfant de la Côte-Vermeille. Il est né tout près d'ici, dans l'anse de Polig, et il a l'habitude de plonger depuis sa tendre enfance dans la Méditerranée. Bonsoir, Rav Dumas. Bonsoir Alice. Je crois que tu connais bien les pionniers de la plongée, c'est assez dur à dire, à Port-Vendre. Je connais un peu les pionniers de la plongée à Port-Vendre, oui, effectivement. Ouais. D'un côté de ma famille, tout le monde s'est mis à l'eau très tôt. Et du côté de ma belle famille, c'était vraiment les pionniers. Ils ont inventé les détendeurs basse pression, tout un tas de techniques pour aller sous l'eau, tout un tas de techniques pour filmer sous l'eau. J'ai entendu parler des histoires de plongée de Port-Vendre depuis que je suis tout petit. Depuis ton enfance, c'était un peu ton terrain de jeu ici, hein, je crois. J'ai appris à pêcher là sur ce quai parce qu'il était accessible fut un temps. J'ai grandi ici, j'ai grandi à Port-Vendre. Tu as très à cœur de sauvegarder un patrimoine immatériel qui est celui des musiques traditionnelles catalanes. On a parlé du matériel, là on va parler de la mémoire musicale. Et tu es créateur d'un genre nouveau qui s'appelle le coblisme. Alors est-ce que tu peux nous raconter ? Le coblisme, c'est la contraction entre cobla, l'orchestre traditionnel pour faire danser la sardane aux gens sur les places de village, et le turntablisme. Turntablisme, allons-y, let's go. C'est la pratique des DJ avec des platines. Donc c'est une musique traditionnelle mais remise au goût du jour, quoi. En fait, l'idée de base, c'était plutôt d'utiliser les sonorités, cette spécificité de la musique traditionnelle catalane, pour pouvoir les utiliser dans la musique électronique de la même manière qu'on utiliserait des samples de musique afro-américaine, comme tout un chacun. Alors, pour celles et ceux qui ne connaissent pas la coble, il y a quoi comme instrument dans la coble ? Alors, la coble, traditionnellement, c'est une moyenne de 11 musiciens, un peu comme une équipe de foot. On y retrouve des instruments qu'on connaît, que tout un chacun connaisse, la trompette, la contrebasse, le trombone. Et après, on passe aux instruments un peu moins connus de tous, et un peu plus endémique, comme la ténor. Alors la ténor, j'adore l'histoire de la ténor parce qu'elle a été inventée à Espira de Lagli dans le cadre d'un concours des armées au milieu des années 1800. En finale de ce concours sont arrivés la ténor de André Touron de Espira de Lagli et le saxophone de Monsieur Sax. Le saxophone a gagné, c'est devenu l'instrument qu'on connaît. Et c'est le saxophone qui a gagné, ouais.
Il existe aussi le tible, qui est aussi un instrument à bois avec une hanche, aussi une cagne, ce qu'on appelle les cagnes, c'est les hanches en bambou là, qui permettent de faire le son. Il y a le fiscorne, qui est un instrument aussi traditionnel, là, cette fois-ci en cuivre, c'est quand même un instrument spécial. Le flaviol et le tambouri aussi, qui est le petit tambourin qu'utilise chaque responsable de coble, qui joue du flaviol et du tambourin à la fois. Quel a été ton cheminement pour arriver à ce genre nouveau-là ? Quel a été le déclic ? Comment est-ce que j'en suis arrivé là ? C'est ça que tu veux dire. C'est ça la question. Alors écoute, j'y suis arrivé là par le plus pur des hasards. J'ai commencé par faire des remixes de sardanes très connues comme la Santa Espina, des trucs comme ça. Ensuite, j'avais un groupe qui s'appelait les Primaveras et on a commencé à reprendre des traditionnels catalans comme Montañas del Canigó, comme les Segadors, les hymnes catalans. Tu vois, alors là, c'était avec des musiciens normaux, entre guillemets, c'est-à-dire que ce n'étaient pas des musiciens de coble. Et après, on y a adjoint des musiciens de coble, on a fini avec une espèce de big band. D'ailleurs, on est allé jouer au Transmusical de Rennes, on était une trentaine avec une coble et l'orchestre normal des Primaveras, c'était assez chouette. Et voilà, et de fil en aiguille, j'ai commencé à m'intéresser à des trucs. Les cobles ont commencé à m'appeler pour me proposer des collaborations et ça a fini avec la Coble Sant Jordi, qui est la coble de la ville de Barcelone. Donc. Là, je suis assez content parce que c'est la coble un peu la plus réputée. C'est surtout, en tout cas, la plus dynamique, ça c'est sûr. Et dans le futur, quels sont tes projets autour de ça, justement, pour continuer à développer le genre ? Alors là, j'ai un nouvel album qui sort, c'est le volume 2 de Coblisme, qui est un truc un peu particulier, parce que là, le premier album, c'était la coble qui rejouait des morceaux de coble que j'avais samplés initialement, tout ça, parce que j'étais parti de zéro. Et là, c'est tout l'inverse, c'est-à-dire que j'ai fait les morceaux avec des machines et des synthés et tout ce genre de choses. Et un arrangeur de coble qui s'appelle Xavi Capdeville a fait des arrangements de manière à ce que ce répertoire puisse être joué coble seul sur les villages. Voilà, donc quelque chose une coblisme voilà, adaptable. Donc on va sortir le vinyle avec toutes les petites partitions de manière à ce que les cobles puissent le reprendre et le jouer. Que ce soit accessible à tous. Exactement. Et à toutes. Ok, donc on récapitule, il y a la coble, les habanères, donc musique de pêcheurs catalans, c'est ça ? Et puis la rumba aussi. La rumba catalane. D'ailleurs, nos premiers invités pour la première émission de Grain de Sel Télé, c'était un groupe de rumba. Ça ne vient pas du tout du même endroit, ça ne s'est pas développé de la même manière, mais ça reste très actif. Il y a pareil, énormément de production, énormément de création et énormément de représentants. Donc, un conseil, soyez curieux, c'est ça que tu as envie de dire c'est pas parce qu'on a les choses sous les yeux qu'il ne faut pas s'y intéresser. Voilà, c'est ça que j'ai envie de dire. C'est un très beau mot de fin pour cette interview. Merci beaucoup, Raph Dumas, d'avoir été avec nous, d'être venu nous partager ta passion des musiques traditionnelles catalanes. Le long voyage de Grain de Sel Télé touche à sa fin ce soir. Merci beaucoup d'avoir suivi ce dernier numéro et merci de nous avoir été fidèles au cours de ces derniers mois. Vous pouvez retrouver toutes les émissions sur notre page YouTube. On espère vous avoir donné envie de protéger et de découvrir encore un peu plus notre chère mer Méditerranée. Et puis sachez que Grain de Sel Télé, c'est avant tout un projet citoyen. Alors on espère aussi vous avoir donné envie de vous rencontrer, d'échanger et d'organiser vous aussi des aventures humaines collectives pour faire bouger les lignes. Alors à très bientôt et en attendant, prenez soin de vous et surtout de la mer. On vient mettre notre grain de sel.